pour essayer de s'en resservir plus tard. Je viens de lancer l'enregistrement. Voilà, on va pouvoir attaquer. Ouais, Oui, Nicolas, Juliette. est-ce que tu n'as pas mis ta caméra volontairement? Tout à fait. Non? Voilà, là j'ai mis ma caméra. C'est mieux comme ça? Ok. Ouais. Ok. Par contre, fais attention, tu n'as pas une super connexion. En tout cas, c'est un petit peu haché. Les participants, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat si ça devient vraiment trop compliqué. On fera des pauses ou on va essayer d'améliorer ça ou répéter tout simplement. Voilà. Bonjour Lucie. Voilà, alors, on est parti. Je viens de demander à mon très cher fiston de couper sa partie. Et normalement, ça devrait aller mieux. Ce qu'on appelle les conditions du direct. Voilà. Alors, comment va se dérouler le webinaire? Là, on va passer une petite heure ensemble. Donc, je vais vous montrer tout de suite le petit plan de la présentation. Donc, on va vous parler rapidement de PV pour les personnes qui ne connaîtraient pas déjà cette magnifique association. Après, on va parler un petit peu du contexte énergétique rapidement pour vous dire en gros pourquoi c'est quand même vachement intéressant de faire ce genre de, de choses, en fait, d'animation, hein, tout simplement. Et puis après, donc, on va attaquer les éco-gestes. On va se focaliser prioritairement sur le numérique, comme ça va être annoncé. Si on a le temps, après, on verra tout ce qui va être chauffage, et ainsi de suite. Hein. Et surtout, n'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat, hein, avec plaisir. Voilà, donc on va pouvoir attaquer rapidement avec la présentation de PV. C'est une association qui a été créée à peu près en 2002-2003. Elle a eu donc comme réalisation l'inauguration du parc éolien citoyen, le premier en France à Bégane en 2014, et puis donc début des travaux de Sévérac-Garouette en même temps. Oui, alors ça c'est Lillouen. Lillouen, s'il te plaît, tu ne restes pas derrière? Merci. Voilà, donc elle s'est détachée, comme tout le monde a pu le voir. En 2016, donc inauguration de Sévérac-Garouette et début des travaux d'Avessac. Sévérac-Garouette, qui est le parc un petit peu copié-collé de Bégane. Et 2017, donc inauguration d'Avessac. Voilà en gros l'historique. Les principes de l'association, donc un ancrage local, une absence de spéculation, c'est pas l'argent qui est le moteur principal, transparence et démocratie, écologie et pédagogie. Et puis j'en profite pour vous rappeler que si ces ateliers sont gratuits, c'est grâce au financement des parcs éoliens citoyens. Donc voilà, il y a des investisseurs parmi vous, et donc merci à vous. Voilà, ça c'était bon. Alors je vois que ça discute sur le son. S'il y a quelqu'un qui n'entend pas, eh ben, montez votre volume, Geneviève. Voilà. Hop. Alors maintenant, on va parler un petit peu de contexte énergétique, parce que c'est intéressant de voir dans quel contexte on évolue et pourquoi faire des éco-gestes. Donc là, je vous mets d'abord une petite question avec des réponses A, B, C, D ou E. Donc je vais vous demander de répondre dans le chat et puis on va regarder tout ça. Donc, sur la Comcom du Pays de Redon, et plus largement, de toute façon, en France, on a à peu près les mêmes niveaux. Si je vous demande de classer par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, les secteurs d'activité consommant de l'énergie primaire, hein, équivalent à la source. Tout du moins, essayez de me trouver au moins le premier déjà. Hein, entre A, le tertiaire, B, le transport, C, l'agriculture, et D, le résidentiel, et E, l'industrie. Est-ce que vous êtes capable de trouver le premier? A, B, C, D ou E? On vous laisse 2 petites minutes pour répondre. Voilà, j'ai du E, j'ai du E. Il y a des personnes qui passent à 4 pattes derrière moi. Alors, on a du E, on a du B, on a du E, E, E. C'est bon, tout le monde a répondu? Principalement de l'industrie? Bon, dommage. C'était bien tenté. L'autre, c'était Lucie Transport. Pas tout à fait. En fait, le premier, c'est le tertiaire. C'est le tertiaire, c'est le résidentiel, pardon.
Le résidentiel, vous voyez, hein, ici sur le pays de Redon, il n'y a pas photo, mais à l'échelle de la France, c'est pareil. 43% de l'énergie primaire qu'on va consommer, c'est donc bien chez nous. Pourquoi? Notamment à cause d'une grosse part électrique, là, en bleu. On consomme beaucoup d'électricité chez nous. Sur Redon, un petit peu de produits pétroliers et puis de bois. Et en deuxième, on retrouverait plutôt le transport avec le fret et le transport de voyageurs. Et puis derrière, dans un mouchoir de poche, le tertiaire, l'industrie, on finit par l'agriculture. Donc ça, c'est quand même un petit peu... Enfin, c'est vraiment sympa d'avoir ça en tête pour se dire, bon, bah, c'est vrai que j'ai mon influence. Non, je n'ai pas coupé ton micro, Juliette, tu as dû le couper tout seul. Alors, donc, je vais décensurer Juliette. Tac, tac, tac. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà, je viens de te permettre de réactiver ton micro, normalement. Est-ce que ça fonctionne? Oui, super. Voilà. Donc, j'ai réactivé aussi tous les micros. Merci de ne pas en profiter. Voilà, donc bilan des consommations. Trop tard. Ah bah voilà. Il y a Catherine qui en profite forcément. Donc, résidentiel d'abord. Hop. Donc, et dans l'habitat, qu'est-ce qui consomme le plus, d'après vous? Est-ce que c'est le secteur froid? Est-ce que ça va être l'éclairage, le chauffage, le multimédia ou le numérique, le lavage, le CS, eau chaude sanitaire, la cuisson et autres qui ne seraient pas classés dedans? Est-ce que vous avez une idée du premier? Donc, on a un petit peu de chauffage. Allez-y, hein, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre non plus. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on a du chauffage, du chauffage, du chauffage. Oh, c'est beau, ils ont révisé avant de venir. Magnifique. Bon, ben c'est bien ça. C'est bien le chauffage, le premier. Et le deuxième, alors maintenant que vous êtes tous au taquet, le deuxième, est-ce que vous avez une idée après le chauffage? Éclairage, froid, multimédia, lavage, tout ça. Eau chaude, Directeur CS, complice. froide. Ah, ouais. Ah, il y a quand même plus d'eau chaude. En effet, c'est bien l'eau chaude. Donc, premier chauffage, après eau chaude. Et puis après, on retombe sur la cuisson, numérique, le lavage, froid, divers, ainsi de suite. OK. Donc, là, je vais vous montrer aussi en statistique générale, globale, en fait, ça, on fait ça après en atelier sur une frise, mais là, je vous le donne directement. Les pourcentages en moyenne sur la France, 61% de l'énergie, hein, je ne parle pas que d'électricité, je parle d'énergie, donc va plutôt dans le chauffage, 12% dans l'eau chaude sanitaire, et puis après, bon, plutôt cuisson, plutôt numérique, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur le numérique. C'est aussi pour vous dire, il faut replacer les choses dans leur contexte. Le numérique, c'est bien d'y faire attention. Néanmoins, c'est quand même pas là où il y a plus à gagner quand même à la base. Hop, voilà, un petit peu de renforcement positif de Juliette. Voilà, c'est beau, magnifique. Donc, est-ce qu'il y a une question particulière là-dessus, des remarques, hein, tout ça? N'hésitez pas, parce que sinon, moi, je déroule. Hein, donc, et puis je peux tenir tout l'après-midi. Donc, Pour l'instant, je n'ai pas vu de questions. OK. Donc, il y a quand même une précision qu'il faut apporter par rapport à ça. Oui, en moyenne, en général, à l'échelle de la France ou du pays de Redon, hein, ou des pays de Vilaine, pardon, pour les autres, on est majoritairement sur du chauffage, mais si tant est qu'on isole son logement, ça change complètement la donne. Et ça, c'est l'objet, hop là, de ce petit graphique-là. On voit ici donc en bleu, on a le parc existant, le parc immobilier existant, donc plutôt ancien et plutôt mal ou pas isolé. Hein. Donc là, on voit que la consommation d'énergie en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an est vraiment très importante. Et que du coup, derrière, tout est écrasé. Alors que sur des maisons qui sont soit récentes, donc RT 2012, ou rénovées avec des normes type PBC, là, on réduit drastiquement les besoins de chauffage. Et dans ces cas-là, c'est donc les autres qui ressortent. Là, on voit par exemple, c'est le CS qui pourrait ressortir en premier élément de consommation. Donc ça, il faut vraiment aussi avoir ça en tête. C'est-à-dire que si vous avez une maison récente, bien isolée,
eh ben, c'est plus l'item chauffage sur lequel il va falloir se concentrer beaucoup. Ça va plutôt être, par exemple, l'eau chaude sanitaire, et puis le reste, donc la cuisson et le numérique. OK, tac, tac, tac. Il y a une grande différence entre le chauffage et l'ECS. Oui, dans les moyennes, oui, oui, complètement. On dépense énormément d'énergie pour se chauffer, mais ça dépend énormément de son niveau d'isolation. Voilà, donc ça, c'était l'introduction. Allez, il y a eu... Ah, on est dans les temps, on est bien. Eh ben, on va pouvoir attaquer le numérique. Alors, là, c'est là où je fais la Je petite... rajouterais, Oui. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat, et à chaque diapo, Nicolas il fera un petit point pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à écrire tout au long du diapo. Voilà, donc j'arrête le partage pour aller directement à la diapo qui va bien, et on va pouvoir attaquer le numérique. Hop là. Hop. Et donc je repartage cet écran-là. Donc, le numérique fait partie de la grande famille en fait, de tout ce qu'on va appeler l'électricité spécifique. C'est ce qui correspond à tous les besoins que l'on ne va pouvoir amener, résoudre, que par l'apport d'électricité. C'est-à-dire que le chauffage, une bête bûche suffit à se chauffer. L'eau chaude sanitaire, c'est pareil, on peut se chauffer avec du soleil, la cuisson, ainsi de suite, on peut avoir d'autres modes, alors que, par exemple, pour du numérique, forcément, on ne peut se servir que d'électricité. Donc, dans cette famille-là, on va trouver le numérique, et pour vous redonner une idée des consommations, c'est une autre façon de les présenter par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc 30% en fait, ça va plutôt de la consommation du numérique. Après, on va trouver le lavage, 27%, le froid, 20%, divers, et puis éclairage. Quelques petites infos, quelques petits chiffres au niveau de l'impact du numérique seulement cette fois-ci. Donc les émissions de gaz à effet de serre générées par le numérique, 25% sont dues aux data centers, avec mon accent magnifique. Donc ça va être les serveurs en gros de stockage des données, hein, c'est ça, qu'il va y avoir un petit peu partout sur la planète. Donc ça représente un quart. À peu près un autre quart qui sont dus aux infrastructures du réseau, donc toutes les machines qu'il va falloir mettre en service pour arriver à faire fonctionner Internet. Et puis à peu près la moitié qui sont dus aux équipements des consommateurs, donc nous. Donc encore une fois, on a un impact direct par rapport à ça. C'est pour ça que d'ailleurs, on va d'abord dans la présentation commencer par voir ça, hein, comment nous réduire notre impact au niveau de nos consommations numériques, puis voir dans nos habitudes qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'impact, mais cette fois-ci pour la planète. Une autre petite stat que j'ai trouvée qui était intéressante, 15 000 km, la distance moyenne parcourue par une donnée numérique, hein, que ce soit mail, un téléchargement, ce genre de choses, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Est-ce que vous avez une idée, pour avoir une idée de comparaison, est-ce que vous avez une idée de la circonférence de la Terre? Alors, est-ce que vous avez la circonférence de la Terre? Sans googler, s'il vous plaît, sans tricher. Comme ça, de tête. Vous êtes combien sur combien? Bon, je vous aide, c'est un peu plus de 15 000. Alors, ouais, oula, il y a beaucoup de zéros là. Alors, Marie, tu nous dis 400 000? Je pense qu'il y a un zéro en trop. Lucie, 35. Voilà, Marie, 40. Ok, c'est bien ça. Hein, la circonférence à l'équateur, bien sûr, hein, c'est 40 000 km. Donc, ça fait en gros un tiers, hein, de la circonférence du globe. On continue. Donc, première chose, donc, avant toute chose, sur tout ce qui est électricité spécifique, de toute façon, que ça va être numérique ou pas, hein, ça va être aussi sur votre lave-linge, sur votre four, ainsi de suite. À l'origine, il faut évidemment essayer de privilégier un appareil qui va être peu énergivore, un ordinateur, ce genre de choses. Ce qui est logique, c'est un peu l'image d'une personne qui va acheter un gros 4x4, un gros Hummer, qui va faire du 20 litres au 100, puis après qui va vouloir se mettre à l'éco-conduite. Eh ben, oui, donc il va peut-être pouvoir passer à 18 litres au 100, mais ça va rester fort. Donc à l'origine, il faut quand même avoir ça en tête. Comment faire?
déjà, à l'origine, les étiquettes énergie, qui sont là pour vous aider. Hein, ça fait déjà quelques années qu'elles sont en place maintenant, elles ont quand même bien fonctionné. Et par rapport aux étiquettes énergie, d'après vous, quel est le critère le plus important sur cette étiquette? Et là, je vous laisse répondre. Est-ce que c'est... Enfin non, je ne vais pas vous quitter, d'ailleurs, vous êtes grand. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le kilowattheure, Katoche, la conso annuelle. Ouais, ouais. Je laisse le temps d'un... PowerPoint. Tiens, je vois pas le rapport. Ça, c'est une autre question, je te laisse répondre. Hein. Donc, c'est bien les kilowattheures, en fait. Donc, autant, ça, c'est super pratique de voir la cotation, le A++++, mais pour comparer vraiment deux appareils qui pourraient être A+++, parce que la plupart maintenant sont quand même très bien cotés, puisque ça a aussi un effet commercial, regardez bien la consommation annuelle, ça vous permet vraiment de comparer dans le détail. D'ailleurs, en parlant des étiquettes énergie et de ces fameux critères de cotation qui deviennent un petit peu n'importe quoi, donc elles vont être remises à jour en 2021 et pour reprendre le classique A, B, C, D et E, puisque voilà, l'Europe a fait le ménage un petit peu au niveau des lobbies, et, donc ça ne va pas faire de mal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est intéressante, c'est aussi grâce aux tests d'association de consommateurs, donc pourquoi pas, voilà, je sais que choisir les 60 millions de consommateurs, ce genre de choses, ils font aussi des tests d'appareils pour savoir lesquels sont les plus ou moins consommateurs d'énergie. Vous avez aussi des antennes locales, profitez-en, il y en a sur Redon, il y en a sur ailleurs, hein, donc ils peuvent aussi vous épauler dans certains cas, pour certaines difficultés. Et un autre site qui vaut vraiment la peine, sur lequel il faut vraiment jeter un petit coup d'œil, c'est le guide top10.fr. C'est un guide indépendant, en fait, qui a des financements par l'ADEME, la WWF, comme vous pouvez le voir, et qui va non seulement vous guider sur les appareils performants, mais qui vous donne en plus des conseils. Donc moi, j'ai regardé notamment des petites choses pour préparer cette présentation-là sur ce guide-là. On avait fait un webinaire d'ailleurs avec Énergie Partagée et la personne qui s'en charge. Vous pouvez toujours le retrouver d'ailleurs sur le réseau. Parce qu'elle a une façon de voir les choses qui est quand même assez intéressante. Donc n'hésitez pas. De la même façon, quand on pourra sortir de chez nous, on a des wattmètres à prêter à l'association. Donc ça peut permettre aussi de mesurer ces appareils, de voir à quel point ils surconsomment ou pas. Et ça permet de voir justement un élément de comparaison par rapport à un congélateur, admettons, récent. Pour la petite anecdote, hein, comme ça, on a fait un défi famille énergie positive avec l'association l'année dernière. Il y a eu une adhérente comme ça qui arrivait avec des chiffres assez importants au niveau de sa consommation électrique chez elle. Et en fouillant, grâce au wattmètre, on s'est rendu compte que son réfrigérateur, congélateur mangeait un tiers de sa consommation électrique. C'était un cadeau. En fait, il y a quelqu'un qui lui avait dit bah, écoute, je m'en sers plus, j'en ai un vieux, voilà, je te le donne. Ah, bah, super, magnifique. Sauf que c'était un petit peu un cadeau empoisonné. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder, à faire le tour avec vos wattmètres. Je pense aussi aux personnes du Menet qui sont là sur vos défis, défis famille. Faites le tour avec vos wattmètres et allez voir des éléments de comparaison, par exemple sur Guide Top 10 pour voir comment se situent vos appareils. C'est bon pour ça? On change? Ouais, pas de remarques, tout ça. N'hésitez pas à taper vos remarques en même temps, hein, comme ça, avant de changer de slide, de diapo. Je réponds aux questions. Non? Bon, on continue. Donc, on attaque le numérique chez soi. Oui, Juliette? Non? Non. Bon. Le numérique chez soi, quel impact? On va commencer, donc à un petit quiz, d'après l'ADEME et Green IT, quel équipement consomme le plus d'électricité? Alors, d'après vous, est-ce A, une tablette, B, un ordinateur fixe, une tour, hein, C, l'addition des box Internet et box TV, D, smartphone, E, écran d'ordinateur et F, ordinateur portable. Alors, d'après vous, A, B, C, D, E, F. Qu'est-ce que ça donne? C. Ouais. B. C et B. C et B. Bon, si on avait des Normands parmi nous, ils nous diraient ça dépend. Et en effet, c'est pas faux. Il y a des blagueurs qui peuvent dire ça dépend, ça dépasse. Bref, je ne sais pas si vous avez la référence, tant pis. Alors, donc,
C'est bien la réponse C en moyenne. Donc, c'est l'addition des deux box. Là, je vous ai remis donc une petite capture pour vous situer les niveaux de consommation des appareils courants en termes numériques à la maison. Donc, le plus économe, ça va être plutôt le smartphone, ce qui est logique vu la taille de l'appareil, 2 à 7 kWh par an. Après, on va voir plutôt la tablette, 5 à 15. Les écrans d'ordinateur, 100 ans. Logique aussi dans le sens où ils ne font que afficher, donc 20 à 100. Après, l'ordinateur portable, et lui, par contre, qui affiche et qui fait office d'ordinateur, puis le fixe, puis les box, la somme des deux. Sachant que voilà, ça varie pas mal en fonction de son niveau d'équipement. Et l'idée, c'est pas être dans l'exactitude, mais dans la notion. Donc, on attaque. Le numérique chez soi, au niveau de son ordinateur, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, on vient de le mettre en évidence, privilégier plutôt les portables autour plus écran. Mine de rien, en moyenne, ça fait quand même à peu près 4 fois moins d'énergie. Okay, c'est logique, les portables, ils sont faits pour pouvoir fonctionner également sur batterie, donc ils consomment moins à la base. Alors que votre tour, vu qu'elle est conçue pour être branchée en permanence, on voit des ordinateurs comme ça avec des alimentations de 400-500 watts qui sont quand même des sacrés gouffres à énergie. Donc ça, première chose. N'hésitez pas à réagir, tout ça, voilà, pendant ce temps-là. Deuxième chose, éteignez-le vraiment. Ça, c'est un grand classique aussi des éco-gestes, la multiprise interrupteur, puisque il y a énormément d'appareils, et les ordinateurs n'y coupent pas, qui consomment beaucoup, même quand on les croit éteints. Beaucoup, tout est relatif, mais c'est-à-dire que même pour un appareil qui est éteint, il va continuer à consommer. Donc l'idéal dans votre bureau ou équivalent, branchez vos différents appareils sur une multiprise à interrupteur. À la conception de votre maison, sinon vous pouvez aussi très bien intégrer directement cet interrupteur-là dans le mur, c'est complètement possible. Et à la fin de l'usage, vous éteignez. Et comme ça, moi, vous êtes sûr de tout couper d'un coup et de rien oublier. Donc ça, c'est la deuxième chose qui marche pour tous les appareils. Troisième chose, configurer les veilles sur vos ordis. Donc, il y a plein de préconisations différentes. L'ordre d'idée, quand même, 10 minutes par rapport à l'ordinateur, 5 minutes pour l'écran. Alors, vous allez dire, bah oui, mais pas besoin, je l'éteins quand j'en ai plus, quand j'arrête de m'en servir. Certes, mais parfois, on oublie, parfois on est demandé à côté, il y a le téléphone qui sonne, il y a les enfants qui demandent en ce moment, ou je ne sais quoi, et puis on part. On ne pense pas forcément à le mettre en veille manuellement. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir le faire, ça permet de nous ramener un petit peu la chose à l'ordre. Autre point auquel vous n'avez peut-être pas pensé, parce que jusqu'à présent vous dites ça je le fais tout le temps. Réglez la luminosité au plus faible pour vous, par rapport à vos besoins. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément en tête, mais plus on va demander un écran lumineux sur nos appareils, et plus ça va consommer de l'énergie en fait. Donc ça, vous avez toujours un réglage sur vos écrans entre la luminosité et le contraste. Donc essayez de baisser la luminosité pour avoir le bon confort, régler le contraste derrière, et comme ça après, ça va limiter votre impact. Dernier point sur l'ordinateur, limiter le remplacement complet. C'est-à-dire que autant que possible, quand vous avez un problème, essayez de le réparer vous-même ou de le faire réparer si vous n'avez pas la compétence. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous en changez, à l'offrir pour une seconde vie, ou si vous avez besoin d'un autre, à prendre un autre qui voilà. Donc, par exemple, sur le coin, on a Déclic qui propose ce type de service, on a les Mulots qui proposent ce genre de choses-là, parce que, comme pour vous donner une petite idée, la fabrication d'un ordinateur en Chine émet 100 fois plus de gaz à effet de serre qu'un an d'utilisation en France. Donc voilà, donc, on a beau faire plein de petits gestes, mine de rien, ça c'est un geste qui a de l'impact, qui a un impact fort. OK pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Oui, j'ai 2 questions sur le chat. Quelle est la différence entre une box internet et une télé au niveau de la consommation? C'est plutôt le slide d'avant. Et j'ai une deuxième question. Je suppose que c'est quelle économie on fait ou l'économie en veille.
Bon, je suis pas sûre de comprendre la question en fait, Catherine. Si tu veux reformuler. Voilà, pendant que je réponds à la première. Entre les box et la télé. Une box récente, une seule, hein, que l'Internet ou que la télé, on va être dans les 60-70 kWh à l'année. Hein. C'est de cet ordre d'idée-là. Plus elle est vieille, plus en général elle consomme. Les télés, ben, ça dépend aussi de la techno. On va en parler tout à l'heure des télés. Une télé récente, taille modeste, on peut être sur du 60 kWh à l'année. Hein. Donc, en fonction des appareils, mais on peut être à peu près équivalent. Ce qui est quand même assez honteux, puisque sur une technologie de box, normalement, il y aurait moyen de faire quand même nettement mieux que ça. Alors, donc Katoche, non, pas de précision. L'économie en veille. Honnêtement, je ne comprends pas très bien non plus la question. Ah, c'est si tout à l'heure tu as dit qu'il valait mieux configurer ces appareils pour qu'ils se mettent en veille. Donc je suppose que c'est un ordinateur non en veille qu'on n'utilise pas et un ordinateur en veille qu'on utilise pas. Est-ce qu'il y a une grande différence? D'accord. Ok. De la même façon, on va réduire drastiquement les besoins une fois qu'ils sont en veille parce qu'il ne va plus y avoir que le système minimum à tourner. Donc, on va pouvoir passer d'une puissance appelée sur une tour ouais, comme 200 watts, ça va être pas mal, à quelques kilowatts, en fait, à quelques dizaines de kilowatts, parce qu'en fait, il n'y aura plus grand-chose à tourner au niveau de l'appareil en lui-même. L'écran va se couper et l'appareil en lui-même va se couper. Après, il y a du détail, disque dur, tout ça, machin. Mais on va être sur quelques dizaines. Donc, ça va pouvoir diviser à peu près par 10 la consommation. Donc, ça vaut quand même vraiment la peine. Même sur un ordinateur portable également. Voilà, tac. Un vidéoprojecteur par rapport à une télé. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais penché sur la question. Je ne sais pas à quel point il consomme plus. Donc, je peux essayer de me renseigner, ou sinon de regarder sur des sites de fabricants pour voir un petit peu. Peut-être que Philippe, dans l'assistance, a une idée, puisqu'on a la chance de l'avoir parmi nous, celui qui se cache derrière. Voilà. 2 à 3 fois plus. Bah, merci Philippe. J'en utilise peu, hein, donc ouais. Ça ne m'étonne pas, c'est une ampoule derrière qui va allumer, qui va chauffer énormément. On voit qu'il y a besoin d'un ventilo, donc c'est plutôt mauvais signe quand même, hein, par rapport à une télé qui chauffe un petit peu, mais nettement moins. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Et puis s'il y en a d'autres qui reviennent en cours de route, bah, n'hésitez pas à demander. Et puis voilà, on y pourvoira. Les LED. Ah oui, les LED au niveau du vidéoprojecteur. Si vous avez un vidéoprojecteur à acheter, achetez plutôt un vidéo à LED. Alors, on continue cette fois-ci. Donc tout ce qui va être box, imprimante, TV, tout ça, parce que c'est leur tourne. Hop. Alors, même motif que précédemment, éteignez-les vraiment quand c'est possible. Tout ce qui est box, TV donc, et Internet, on le voit aussi régulièrement, consomme autant qu'un réfrigérateur. C'est pour ça que je vous disais que c'est quand même un petit peu honteux. Donc 150 à 300 kW par an pour les deux box additionnées et 75 à 200 kWh par an pour un réfrigérateur. Alors quand même, voilà, vous avez compris. Je fais juste une petite précision sur les box. Box Internet, méfiez-vous, parfois, il peut y avoir des baisses de débit associées. C'est-à-dire que si vous éteignez tous les soirs, donc avec le bouton on-off, et que vous avez des baisses de débit parce que vous pouvez être un petit peu loin par rapport à votre centrale, par rapport à NRA, bref. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à recontacter votre fournisseur Internet pour qu'il vous redéverrouille ça. Et puis dans ces cas-là, vous n'aurez que le choix que de le laisser allumer. De la même façon, si vous avez un téléphone qui est branché dessus, forcément, vous coupez la box, vous n'avez plus le téléphone. Eh ben, gardez votre box allumée, tant pis. Hein, je veux dire, c'est une question de choix, une question de priorité. On est là voilà, pour agir de façon consciente et pas être parfait. Il n'y a aucune obligation. Hein. Donc, ça, c'était la première chose. Après, en termes aussi d'imprimante, donc consommation d'énergie d'une imprimante, les énergies donc, partagées au bureau ou à la maison quand elles sont allumées en permanence. Donc, 8%
de l'énergie seulement va servir pour l'impression et 92% en veille. Donc, s'il vous plaît, les imprimantes, quand vous avez fini de vous en servir, éteignez-la. De la même façon au bureau, n'est-ce pas Juliette, n'est-ce pas Catherine, n'est-ce pas moi-même, le dernier qui part, c'est bien de penser à éteindre l'imprimante. Autre point, donc imprimer le moins possible, parce que malgré tout, 90% de l'énergie, en fait, va être utilisée pour fabriquer une feuille de papier. L'industrie du papier est une énergie qui est très énergivore et qui consomme également beaucoup d'eau. Donc, n'hésitez pas à utiliser une feuille de papier recyclée. Donc, pour une feuille, vous économisez 1 litre d'eau, 2,5 Wh d'électricité, 1,5 g de bois. Donc, ça vaut quand même vraiment la peine de le faire. Bon, ça, je vais dire, c'est pas chez moi, c'est pour la planète, certes, mais quand même. Voilà. Et pour ça, n'hésitez pas à bien utiliser l'aperçu avant impression. Combien de fois est-ce qu'on se fait avoir en lançant l'impression, se dire « Oh, ça ne correspond pas du tout à ce que je voulais ». Donc, vous utilisez bien ça pour vous dire « Ah, oups, c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé ». Les modes brouillon, les recto verso, les noirs et blancs, ainsi de suite, pour limiter ce type d'impact-là. Et puis donc, autre point, là, cette fois-ci sur la télé, hein, la gourmandise des TV s'est bien calmée. Donc, entre parenthèses, merci l'Europe, parce qu'on a tendance régulièrement à critiquer l'Europe. Heureusement qu'ils sont là quand même régulièrement pour faire un peu pression sur les industriels. Donc, grâce à eux, en fait, ça a beaucoup diminué. Au niveau de l'achat, tant qu'à faire, autant privilégier les technologies type LED qui consomment nettement moins. Avant, il y avait des technologies type plasma, c'était une horreur, c'était des radiateurs, c'était des chauffages, ces trucs. Donc, avec le LED, maintenant, ça a vraiment, vraiment beaucoup diminué. La deuxième chose, évidemment, regardez, c'est la taille, puisqu'en fait, on a une augmentation de la consommation qui n'est pas du tout linéaire en fonction de la taille. Si on a un écran d'une taille d'environ 60 cm, il va consommer à peu près, appelé 20 watts de puissance allumée, donc pendant 1 heure, ça va faire 20 Wh, hein. Alors que 140 cm, il va être à 4 fois plus. Il va être à peu près à 80 watts allumé, okay, alors qu'il n'est pas du tout 4 fois plus grand, hein. Donc ça, c'est la première chose. Autre chose qui est intéressant de noter, c'est les veilles. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fait au niveau des veilles sur les appareils. Donc maintenant, sur les téléviseurs assez récents, on a des veilles qui sont de toute façon légalement en dessous du 0,5 watts. Ils n'ont plus le droit d'être au-dessus et parfois même quasiment indétectables. Donc sur les téléviseurs récents, si vous ne pouvez pas les débrancher ou ainsi de suite, bah, calmez-vous, voilà. Ils consomment doucement en veille. C'est toujours trop, donc si vous pouvez le couper, tant mieux, mais ce n'est pas forcément la priorité. Et de la même façon, sur les télés, si vous pouvez, baisser la luminosité, comme sur les écrans d'ordinateur, votre portable et ainsi de suite, ça va limiter la consommation. Voilà. Des questions? On va réveiller Juliette. Wouhou. Alors, Katoche, tarif du kilowattheure, Juliette, environ 14 centimes d'euros. Oui, même un petit peu plus. On est plutôt dans du 16 actuellement, 16 centimes d'euros sur l'offre classique EDF, quoi. Quand on prend tout, hein, avec l'abonnement, ainsi de suite. Chez Enercop, ça va être un tout petit peu plus cher. Néanmoins, eux, au moins, ont l'avantage de faire que du vrai renouvelable et de soutenir les projets. Donc, n'hésitez pas à passer chez Enercop. Ça fait 42 € par an pour une box TV Internet. Ah, Katoche a sorti la calculatrice. Merci, merci Catherine. C'est très intéressant tout ça. Merci. Bon, s'il n'y a pas de remarques, machin, on va continuer. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos astuces. Si vous-même, il y a des choses que vous faites déjà à la maison, que vous trouvez nulles ou très bien, auxquelles nous, on n'a pas pensé, puis on ne peut pas tout mettre aussi dans les présentations, n'hésitez pas. Dites-le nous, en fait, hein, et puis utilisez le chat pour ça. C'est vraiment, voilà, ça va être l'outil idéal. Donc, on continue. Alors, numérique chez soi, on va passer au téléphone portable. La première chose, ça va être de, s'il vous plaît, débrancher le chargeur. On le voit bien quand on les passe au wattmètre. Il y a des consommations à vide qui vont dépendre des différentes technologies employées. En gros, on peut dire que sur les anciens chargeurs, on va avoir des alimes type redressées qui vont consommer, même à vide, appelé à peu près 2 watts de puissance pour rien faire. C'est ce qui est vraiment très, très dommage. Sur les plus récentes, qui sont plutôt des alimes à découpage, on va plutôt être sur du
0,5 watts, voire moins en fonction de la conception. Parfois même, on n'arrive même plus à le détecter, ce qui est plutôt un joli progrès. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la technologie arrivant au niveau des chargeurs qui fonctionnent sur l'induction. Donc portable, ou donc qu'on peut installer à la maison ou qu'on trouve déjà dans certaines voitures, par exemple dans les Zoé, hein, au hasard pour ceux qui en ont. Voilà, je pense à Catherine et EPV. Autant que possible, n'achetez pas ce type de solution. Restez sur le chargeur classique. Pourquoi? Parce que le principe d'induction pour recharger hein, votre téléphone est moins performant, de 25 à 50% de moins. En fait, il y a des pertes. Et ça, c'est la première chose. Et en plus, de la même façon, quand ils sont branchés en ne faisant rien, on va avoir les mêmes symptômes que les alimes redressées. On va être à peu près sur 1,5 watts, 2 watts à vide. Donc, ce qui fait que quand on cumule ces deux effets-là, on va être à peu près 2 fois moins performant que la lime à découpage classique, quoi. Donc, autant que possible, vraiment, les systèmes à induction pour recharger vos appareils, essayez de vous en passer. Donc, je dis bien pour recharger les appareils. Tout ce qui va être cuisson à induction, on n'est pas du tout sur le même principe. On va aller sur de la chaleur cette fois-ci. Et là, par contre, on a des très bons rendements. Très bons rendements. Mais non, ça on reparlera après. Mais par contre, ça émet des hautes fréquences, donc restez pas trop à côté. Et puis utilisez des embouts de casserole et des queues de casserole en plastique et pas en fer pour éviter les courants de fuite. Bref, voilà. Donc je vous ai mis aussi à la fin du slide les sources, les références, ainsi de suite. Vous pourrez aller voir les articles sur lesquels je me suis basé si ça vous intéresse pour avoir un peu plus de détails. Deuxième chose, donc sur votre téléphone, mine de rien, si vous fouillez un petit peu dans les paramètres, il y a énormément de choses que vous pouvez activer pour limiter tout ça. Donc, vous avez le mode économie d'énergie, déjà. Vous avez les veilles, la veille en même temps que vous pouvez configurer, qui n'est pas la même chose, hein. La veille, ça va se couper au bout d'un certain temps. Le mode économie d'énergie, en fait, lui, il va directement couper certains types d'applications ou certaines sollicitations. Vous n'hésitez pas non plus à configurer tout ce qui va être l'extinction automatique de l'appareil. Et puis comme ça, ça vous évitera d'être dérangé au milieu de la nuit. Donc, vous pourrez très bien lui demander de s'éteindre automatiquement de minuit à 7 heures du matin, par exemple. Ça évitera d'oublier vous-même. Baisser la luminosité, on en a déjà parlé. Autant que possible aussi, couper le Bluetooth et puis le Wi-Fi quand vous n'en avez pas besoin, parce que mine de rien, ça aussi, ça appelle pas mal de courant. Une petite précision quand même par rapport à ça. Si vous devez regarder des vidéos ou télécharger des données, de l'audio, ce genre de choses, autant que possible, faites-le quand même plutôt en Wi-Fi qu'en 4G, parce que la technologie Wi-Fi va être nettement moins énergivore que la 4G, qui va demander beaucoup d'énergie par toutes les antennes relais, ainsi de suite. Donc autant que possible, cette fois-ci, faites-le plutôt en Wi-Fi. Autre point, donc, fermez toutes les applications après leur utilisation. Pourquoi? Parce qu'elles vont essayer de se rafraîchir, elles vont revenir régulièrement se remettre à jour pour rien. Désactiver tout ce qui va être GPS, les alarmes, les notifications. Ça va faire de la consommation d'énergie en moins, et puis en plus de la sérénité en plus, mine de rien, hein, parce que voilà, on vit moins quand on est moins sollicité. On est déjà trop sollicité par ce type d'appareil-là. Voilà, je vois le retour de Juliette. Alors, Oui, j'ai eu un petit problème de connexion, donc j'ai pas toutes les questions, je vois que les dernières. Donc peut-être je vais te laisser c'est regarder pas le grave. chat pour être. Je peux remonter, j'ai le chat sous les yeux. Coordonnées d'Enercop de la part de Luc A. Enercop, allez sous un mot, je ne les ai pas là, enercop.fr, je n'ai pas leur numéro de téléphone. Vous pouvez aller voir dans un moteur de recherche solidaire, parce que je ne les ai pas là sous les yeux. Pourquoi est-ce commercialisé? De quoi est-ce que vous parlez? De l'induction peut-être? Mégaporte, si vous pouvez préciser. Marie, mettre en charge toute la nuit, pas une bonne idée. Ah, bonne remarque, en effet. La plupart des appareils, en général, en 2 heures environ, on arrive à les recharger complètement. Donc, évitez de les mettre à recharger avant d'aller vous coucher, parce que sinon, le chargeur va rester branché toute la nuit pour rien. Enfin, quasiment.
Nous avons fait installer des prises USB sur notre réseau électrique. Nous ne branchons que le câble USB. Faut-il débrancher le câble quand on ne l'utilise pas? Alors, s'il n'y a que le câble, oui, mais ça paraît étonnant puisque le réseau dans la maison, à moins que ça soit déjà un réseau qui soit en basse tension, mais c'est étonnant. Parce qu'en fait, ce qui va consommer de l'énergie, ça va être l'alimentation en elle-même, qui va changer l'électricité du 230 du réseau classique jusqu'à de la basse tension dont va se servir le téléphone. Donc c'est cet appareil-là qu'il faut déconnecter. Voilà, parce que juste un câble en lui-même, quand il est branché sur du réseau, alors les spécialistes diront que oui, une bobine électrique qui est branchée consomme un petit peu en résistif, mais c'est vraiment, voilà, il faut vivre. Hein. Voilà. Les chargeurs induction, d'accord, merci pour la précision. Pourquoi est-ce qu'ils sont commercialisés? Parce que c'est pratique. Parce que c'est la loi de, de l'effort minimum qui malheureusement va très souvent pas du tout de pair avec les économies d'énergie, tout simplement. Voilà. C'est super pratique en fait, c'est vrai, on prend le téléphone, on le pose sur la base, pouf, il recharge tout seul, puis on le reprend, c'est reparti, quoi. On n'a même plus besoin de le brancher. Ouais. Tac, tac, et il y a des prises avec prise USB intégrée du chargeur constamment branché. Ouais, ben ça, oui, d'accord. Eh ben oui, c'est ballot. Ouais, c'est ballot parce que ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une petite alim qui fait le travail et qui, de fait, est branché en permanence. Tant pis, je veux dire, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Arrachez pas la prise, maintenant elle est là, elle est là. Alors, on continue. On va passer cette fois-ci donc plutôt côté extérieur. Là, on était plutôt qu'est-ce qu'il faut faire chez soi pour essayer de réduire la consommation. Maintenant, on peut aussi agir pour limiter l'impact au niveau de la planète. Donc, on va causer des emails. En 2014, l'ADEME estimait que en envoyant 33 mails de 1 mégaoctet à 2 destinataires, on émettait combien de kilos de CO2? C'est grosso modo une activité comment dire, bureautique journalière, un peu classique. Donc, 33 mails de 1 méga à 2 destinataires, ça nous fait quel impact en kilos de CO2? A, 45 kilos, B, 90, C, 180. Je vous écoute, à vous de jouer. A, 45, B, 90 ou C, 180. Alors, on a du 180, on a du 45. D. Tricheuse, Marie. Il n'y avait pas D. Je te reconnais bien là. Hein. A, B, A, ouais, c'est un petit peu. C'est assez partagé. La bonne réponse, la réponse, malheureusement, roulement de tambour, c'est la réponse C. 180 kg de CO2. Ouais, mine de rien, c'est quand même un impact fort. Mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir regarder comment faire pour limiter tout ça. Tout d'abord, pour avoir en tête un petit peu comment ça fonctionne. À la base, donc, vous êtes chez vous en face de votre ordinateur, vous voulez envoyer un mail avec une pièce jointe. Ce qui a beaucoup consommé, ça va être surtout la pièce jointe. Donc, vous envoyez tout ça sur un data center, un espèce de gros serveur qui va être quelque part plutôt en France, si vous avez un fournisseur d'accès français. Il va réceptionner tout ça, traiter. Il va donc transiter vers le data center du destinataire à qui vous avez envoyé le fichier, même s'il est de l'autre côté de la rue ou de l'autre côté du bureau, qui va enfin recevoir, lui, ce message. D'accord? Donc ça, c'est le cas où il y a une personne qui envoie à une autre personne. Par contre, si moi, j'envoie un message à 10 personnes, donc là, le message est envoyé une seule fois à ce data center ici, mais après, il est renvoyé à 10 personnes différentes, ce qui multiplie d'autant justement son impact. Donc ça va être une des choses qu'on va voir par la suite. Est-ce que c'est clair ça? Bon, ça devrait aller, il y a le schéma et tout. Sinon, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions.
Les emails, une petite image rigolote parce que bon, il n'y a pas de raison. Voilà, ça c'était juste pour dire dans les années 90, c'est en anglais, oui, c'est «Oh zut, encore du courrier. Ah chic, un email!» alors que maintenant c'est «Oh encore un email. Oh mon Dieu, une lettre!» Ouais, le rapport s'est complètement inversé. Alors, première chose à faire au niveau des emails, cibler les destinataires autant que possible, s'il vous plaît. Ne cliquez pas sur répondre à tous ou alors, tout du moins, interrogez-vous sur l'intérêt de répondre à toutes les personnes qui étaient dans la chaîne de mail d'origine. Hein, la plupart du temps, en fait, les autres n'ont que peu d'intérêt dans la réponse. Ciblez bien directement les personnes à qui vous voulez envoyer. Rappelez-vous ce qu'on vient de dire, donc à chaque fois, sinon ça démultiplie les stockages de mails et les envois de mails. Ça va être la première chose. Deuxième chose, donc attention aux pièces jointes. Quand on reçoit comme ça des courriers, on a tendance à répondre, à renvoyer, et très souvent la pièce jointe reste à l'intérieur du fichier du mail. Donc avant de le renvoyer, s'il vous plaît, essayez de penser à supprimer cette pièce jointe, si évidemment il n'y a pas d'intérêt. Hein. Ça va être la première chose. Deuxième chose, essayez d'optimiser la taille des fichiers en les comprimant. Hein, en les zippant entre parenthèses. Quand vous envoyez des images, s'il vous plaît, à vos maîtresses, par exemple, en ce moment, pour ceux qui ont des enfants, envoyez pas les images directement en format brut de 4 mégaoctets. C'est trop. Votre maîtresse, elle ne va pas en faire une affiche A4 de la photo de votre enfant. Hein. Quelques kilooctets suffisent. Une image de 100 kilooctets, ça suffit largement en JPEG pour avoir une image de qualité bien suffisante sur un écran d'ordinateur. Voilà. Vous pouvez très bien aussi donc, transformer vos fichiers en PDF aussi, par exemple, pour qu'ils prennent moins de place. De la même façon, donc, s'il y a plusieurs destinataires, quand vous devez envoyer une pièce jointe, n'hésitez pas à utiliser un site de dépôt. Par exemple, Framadrop, il y a le lien donc, dans les sources, qui est gratuit et sans pub, hein, c'est du Framasoft. Le principe de base, c'est tout simple, c'est-à-dire que plutôt que d'envoyer le fichier joint à 15 personnes et dans les faits, il n'y en aura que 5 qui vont vraiment le récupérer, qui vont vraiment l'ouvrir, en attendant, il va être distribué sur 15 serveurs différents. Envoyez-le une fois sur un serveur et il n'y aura que ceux qui en ont vraiment besoin qui vont aller le chercher. D'accord ? Et puis ce serveur-là, de toute façon, il est configuré pour qu'au bout de quelques semaines, ça, sur Framasoft, c'est possible, on peut le configurer, eh ben, il soit éliminé tout seul du serveur. D'accord ? Donc ça peut permettre vraiment de limiter aussi beaucoup, beaucoup l'impact. Il y en a d'autres hein, que Framadrop, mais au moins celui-là, il est libre, gratuit, donc n'hésitez pas. Autre chose, là on rentre dans le lourd. Nettoyez votre boîte mail. Oui, on a un peu tendance à laisser pourrir nos vieux messages. Malheureusement, ça ne fait pas de terreau, ça ne fait pas d'engrais. Hein. Donc c'est plutôt l'inverse même, puisqu'en fait, ils restent sur les serveurs de votre fournisseur d'accès et ils vont demander énormément d'énergie pour pouvoir maintenir tout ça, alors que ce n'est pas forcément des messages auxquels vous tenez. Donc, ce qui serait intéressant de faire, c'est d'abord de ranger vos messages. Donc, vous mettez des dossiers hein, dans votre utilisateur de messagerie préféré. Vous rangez tous les messages que vous voulez garder. Et quand on fait le tri, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Archiver. Donc ça, l'archive, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le tri, des messages que vous voulez conserver, en fonction des différents logiciels, vous pouvez conserver comme c'est une boîte archive, j'ai envie de dire. Donc, vous allez mettre ça dans une archive que vous allez un peu mettre dans le grenier du logiciel. En fait, il va compresser ça dans un coin. Elles seront gardées. Si jamais vous en avez encore besoin, vous pourrez aller les chercher. Mais en tout cas, elles seront déposées dans un petit coin et elles prendront moins de place. Et puis en plus, ça sera sur votre ordinateur, très souvent, autant que possible. Donc, ça aura moins d'impact. Et puis évidemment, supprimer tous ceux dont vous n'avez pas besoin. Autre chose, donc n'hésitez pas à vous désabonner des newsletters que vous ne lisez pas. Par exemple, il y a un petit outil qui s'appelle CleanFox, qui est assez simple d'utilisation, assez rapide, que vous pouvez utiliser pour vous aider dans cette tâche-là. Alors, s'il vous plaît, vous ne désabonnez pas de la newsletter de PV, parce que sinon, ça nous fait peur. Après, avec Juliette, derrière, on pleure, hein, parce qu'on regarde à chaque fois le taux d'ouverture, tout ça. Alors, si vous nous désabonnez de notre newsletter, sauf si vous ne la lisez pas. Et du coup, il faut la lire à chaque fois. Voilà, je suis d'accord. Lisez-la et après, supprimez-la. Voilà. Et puis, évidemment, videz votre corbeille une fois que tout ça c'est fait.
Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des... J'ai des questions. Oui. J'ai une question. Comment comprimer les photos? Est-ce que WeTransfer, ça comprime? Weak Transfer, de mémoire, je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus s'il fait la compression lui-même. Je ne crois pas. Mais dans l'esprit, c'est de comprimer directement vos photos, vous, à la source, en fait, sur celles que vous avez vraiment besoin d'envoyer. Vous avez plein de petits logiciels qui permettent de le faire sur votre ordinateur. Par exemple, si vous êtes... donc, il y a des logiciels qui peuvent le faire carrément en paquet. Vous prenez votre paquet de photos, il va tout vous comprimer. Ou alors, si vous voulez le faire un par un, il y a un petit utilitaire comme ça de retouche qui s'appelle paint.net sous Windows, hein, qui est très simple. Vous n'avez pas besoin de Photoshop pour ça. C'est une énorme usine à gaz, Photoshop. Paint.net, il est très simple. Il vous permet de faire de la retouche de base qui suffit dans la plupart des temps, qu'un utilitaire gratuit également. Vous pouvez donc redimensionner votre photo grâce à cet outil-là, très simplement, en quelques clics. Et c'est vraiment super simple d'accès. Voilà. Et il y a Pascal qui confirme, pardon, il y a Pascal qui confirme que quand on reçoit un fichier WeTransfer, il est en .zip, donc ça compresse. Ça compresse, d'accord. Après, par exemple, si vous voulez envoyer des photos avec WeTransfer, si vous envoyez une photo qui est en 4 mégas, il va peut-être la comprimer, mais je ne suis pas sûr qu'il arrive à comprimer beaucoup quand même. Hein. Vaut mieux le faire directement à la source parce que vous ne faites pas que le comprimer à la source. Vous diminuez carrément la taille, en fait. Donc, vous perdez de l'information. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir n'importe quoi, 10 000 pixels, 10 000 points sur l'image, vous n'en aurez plus que 100. Donc là, je force le trait, hein, d'accord. Donc vous perdez de l'information, parce que la compression, elle, s'autorise moins à faire. Donc autant que possible, il faut d'abord faire la diminution de la taille et après comprimer. Alors, Et j'ai une autre question. oui. Ah ouais, non. J'ai une autre question, mais c'est technique cette fois. Est-ce que tu as une technique pour enlever la barre du bas qui cache le diapo? Bon, il est un peu tard peut-être maintenant. Parce que, à part mettre en plein écran, j'ai pas trouvé de solution. Bon. Barre du... non. Je ne sais pas. Alors, OK Bon. pour ça? Ok. Désolée. Et pour info, tu as plus que 5 minutes, Nicolas. Ah! Bon, vite. Hop, voilà. Autre impact, voilà, donc tout ce qui va être recherche. Ça tombe bien, il n'y a plus qu'un slide. Deux. Bon, ouais. Ça, c'était la petite blague que je vous avais mis sur la relance que je vous ai envoyée hier. Voilà, le OK Google, hein, pour ceux qui l'ont vu. Je vous avais demandé donc qui faisait la voix de l'enceinte connectée. Donc c'est une parodie de Burger Quiz avec Monsieur Rouve. Et qui d'autre? Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous avez fait votre devoir? Est-ce que vous avez regardé cette vidéo? Est-ce que vous êtes capable de me dire quid de l'impact du streaming? On y arrive, Lucie. On y arrive. C'est juste après ça, qui recherche tout ça. J'adore le comique de répétition. Voilà. Non, vous n'avez pas regardé la vidéo? Oh, c'est dommage. Bon, bah, c'était Alain Chabat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder. Alors, au niveau des recherches Internet, donc, ouais, Chabat. Ah, merci Marie. En allant directement à l'adresse d'un site au lieu de faire une recherche. Donc, par combien est-ce que nous divisons les émissions de gaz à effet de serre qui sont normalement liées à la recherche? Est-ce que c'est par 4? Est-ce que c'est par 8? Ou est-ce que c'est par 12, d'après vous? 8, 4 ou 12? A, B ou C? A, B. Mais alors 8, ils répondent au milieu. Oh, bah non. Je mets jamais au milieu. Tout le monde répond au milieu sinon. Ah, il y a Juliette qui triche. T'as pas le droit. Donc Juliette montrait ça. C'était pas pour dire réponse D, parce qu'il n'y en a pas. C'était pour dire 4. Voilà. Alors, hop, là, il faut que je revienne sur mon écran. Tac. Ah, donc, c'était bien 4. Hein. On divise par 4. Mine de rien.
Voilà. Pourquoi? Alors, comment est-ce que ça fonctionne la requête? Donc déjà à la base, vous ouvrez votre navigateur, vous allez donc aller sur un site, enfin sur le moteur de recherche. Donc vous faites appel au moteur de recherche, donc le data center du moteur de recherche. Là, vous tapez directement votre requête, voilà, des images de chatons. Il vous envoie les images de chatons. Il vous envoie en fait des images de chatons. Il vous envoie plein de suggestions sur votre ordinateur pour que vous puissiez cliquer dessus et voir vos images de chatons. Donc c'est quand même un parcours qui est quand même super long et qui consomme du coup pas mal d'énergie en passant. Donc, que faire par rapport à ça? Eh bien, évidemment, donc, aller directement à la bonne adresse. Pour ça, plusieurs possibilités. Soit vous la tapez directement dans la barre d'adresse, parce que vous la connaissez, ou vous profitez donc de l'historique, parce que vous y allez régulièrement et vous cliquez directement dessus. Soit vous créez des favoris, alors on ne va pas le faire en direct parce que sinon on va exploser le temps, et puis ça dépend après des navigateurs que vous utilisez, mais voilà, un petit favori, souvent c'est une petite étoile ou ce genre de choses, vous cliquez dessus, pouf, vous le mettez, c'est un peu comme un marque-page. Hein. Voilà. Et si vraiment vous devez faire une recherche, eh ben, essayez autant que possible d'être précis dans les termes que vous allez mettre, comme ça aidera aussi au niveau du serveur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pas forcément sur la consommation d'énergie en tant que telle, mais dans un centre plutôt ESS, changer de moteur de recherche pour un moteur finançant des actions sociales et environnementales, type Lilo ou autre, hein, il y en a d'autres, mais pourquoi pas, qui vont permettre plutôt que d'engraisser Google, eh ben, de répartir ça sur d'autres associations plus sympathiques. Et puis, voilà, on va être dans les temps. Il y a aussi donc plein d'autres choses à faire. Donc, au niveau de l'impact du streaming, comme disait Lucie, donc le streaming, tout le monde sait ce que c'est. Oui, c'est pour regarder, par exemple, de la streaming vidéo, ça va te permettre de regarder de la vidéo en direct sur Internet. Ça va être tout ce qui va être Netflix, YouTube, Dailymotion, ainsi de suite. Donc là, c'est un gros impact. Pourquoi? Parce que ça demande de télécharger plein de données. Donc pour limiter ça, la solution la plus simple, c'est de demander une résolution plus faible. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez configurer ça à chaque fois, plutôt que vous mettre en HD, en 1024, en 720, vous pouvez peut-être mettre en 480, en 320, pour arriver à avoir une résolution un petit peu moins fine, mais qui va suffire par rapport à votre écran. On voit des personnes qui téléchargent sur leur téléphone pour regarder des séries sur leur téléphone avec de l'HD. Ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, votre téléphone, il n'arrivera pas à afficher autant de points que ça. C'est juste du gâchis. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau de la vidéo en streaming, essayez vraiment de ne pas monter trop fort en résolution. Même façon, côté streaming audio cette fois-ci. Si vous voulez écouter de la musique, ce qui est plutôt une très bonne idée, souvenez-vous, à une époque, il y a des vieux trucs qu'on appelait des radios. Eh bien, ça marche encore. Sinon, le streaming audio, pourquoi pas, donc Deezer, Spotify, ainsi de suite, plutôt que du... Bip, 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 j'arrive. Plutôt que aller sur YouTube, Dailymotion, ce genre de choses, pour écouter de la musique. Pourquoi? Parce qu'il va vous balancer un flux audio vidéo, que vous regarderez même pas. Donc, contentez-vous plutôt de streaming audio dans ces cas-là. Et puis, pour élargir, l'idée, c'était aussi de vous parler, ou tout du moins de vous inviter à vous renseigner sur cette technologie maintenant qui va arriver, là, le 5G, en vous invitant, par exemple, à lire Le billet d'humeur de M. Thierry Salomon de la Maison écologique, là, le dernier, ou autre chose, il y en a plein d'autres, pour voir un petit peu la future catastrophe énergétique qu'il y a derrière le déploiement de la 5G qui se prépare. Voilà. Les sources, elles sont là, et pendant ce temps-là, eh ben, question tout ça ou bien? Non? Bon. Rien. Voilà, je vous ai perdu en cours de route. Pas de questions. Nico, est-ce qu'on valide bien qu'on pourra envoyer le PowerPoint aux participants? Oui, alors, donc, on peut faire ça. Moi, je vais recompiler un petit peu ce PowerPoint pour ne voir que les parties qu'on a vues ensemble, pour pouvoir vous le déposer sous Framadrop et pas vous l'envoyer. Voilà, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien, comme ça, ceux qui voudront le récupéreront pour eux.
Ça, c'est la première chose. Je vous rappelle aussi qu'il y a une autre séance donc dans 15 jours, hein, le 24, où là, c'est vrai que là, on était vraiment accaparé sur le numérique. On va continuer cette fois-ci, on va attaquer chauffage, eau chaude et autant que possible la cuisson si on y arrive, pour continuer sur les autres éco-gestes pour ceux qui n'auraient déjà pas participé à ce type d'animation au préalable. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur cette session-là, n'hésitez pas, il est toujours temps. Et moi, Oui, j'aimerais bien proposer un défi pour ceux qui seront là le vendredi. Premier défi, trier votre boîte aux lettres. Très important. Deuxième défi, régler toutes les veilles de vos appareils en attendant de pouvoir trouver des prises multiples. Donc, premier défi, j'ai dit quoi déjà? J'ai dit trier votre boîte mail. Ensuite, gérer vos veilles. Et enfin, le troisième défi, il est libre. À vous de nous partager un éco-geste, que ce soit numérique ou autre, pour la prochaine fois que vous devez entamer cette semaine. Allez-y! Wouh! et puis si vous avez d'autres questions, mais que vous étiez timide ou ce genre de choses, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou voilà, ce genre de choses. On est là pour ça, hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier et puis à vous dire à une prochaine fois avec plaisir.